Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Que le parti au pouvoir du Burundi ait assassiné le président du parti UPD Zigamibanga ainsi que son porte-parole Patrice Gahungu. D'après le secrétaire exécutif du parti UPD Zigamibanga, Dewoshimirimana, ces crimes ont été commandités par le parti au pouvoir pour rester au pouvoir sans avoir une partie opposante qui la concurrence. Je vous propose de le suivre. Notre réaction est que le parti CNDD-FDD et le parti UPD Zimama, c'est des partis qui, en 2005, avaient les mêmes objectifs. Et d'ailleurs, au moment des élections, ils ont marché ensemble. Mais par après, quand le parti CNDD-FDD s'est scindé lui-même en elle, les membres qui se sentaient lésés par le mauvais fonctionnement, qui étaient impliqués ou introduits ou initiés par le pouvoir à l'époque sous la supervision d'Nkurunziza, ils ont dit on ne peut pas accepter de marcher dans le sens qui va à l'encontre et des statuts du parti, et du règlement intérieur du parti, et de la Constitution, et de l'accord d'Arusha. On s'est dit non. C'est pourquoi il y a eu 22 députés qui ont été radiés de l'Assemblée nationale. Alors, après cette radiation, nous avons rejoint le Bercail, c'est-à-dire le parti UPD Zigamibanga, parce que c'est lui qui, en quelque sorte, entretenait, celui qui respectait la convention ou les statuts ou les tests régissant le parti UPD Zigamibanga. Alors, aujourd'hui, si le CNDD-FDD poursuit, menace, intimide nos membres Zigamibanga, ce n'est ni aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier. Ça date de l'époque de la session du parti CNDD-FDD. Si aujourd'hui le CNDD-FDD est en train de poursuivre le parti UPD Zigamibanga, c'est en quelque sorte pour réagir face à un coup de poing que l'UPD a infligé au parti CNDD-FDD lors de la réunification du parti UPD Zigamibanga. C'était Dewoshimirimana, le secrétaire exécutif du parti UPD Zigamibanga. Dans le projet de rechercher les disparus de l'association Fokode appelée Dondeza, ce mardi, cette association va nous présenter la disparition du nommé Savana Hindavyi, qui a été porté disparu le 1er mai 2016 par le service de renseignement et après sa mort a été retrouvé dans la commune de Bouiza. Je vous propose de suivre le secrétaire exécutif du Fokode, Gordien Niyongeko. Au cadre de la campagne Ndondeza sur les disparitions forcées, une campagne qui a été initiée par le Fokode dans le but de mener des investigations, une documentation sur les disparitions qui sont devenues menées courantes depuis la contestation anti-troisième mandat par les citoyens burundais. La semaine est passée en date du 16 mars 2017. Le Fokode a travaillé sur un cas concernant un officier du service national de renseignement burundais, Dinodo Save Nahindavyi. En février 2016, il a été convoqué par son supérieur hiérarchique, non pas Emmanuel Ndayiziga. Il a convoqué dans son bureau et il a soumis à une longue interrogatoire. Plutôt à long interrogatoire. Au cours de cet interrogatoire, il lui a posé la question de savoir son rôle dans le recrutement d'armes qui est devenu monnaie courante dans le quartier de Musaga. Il lui a demandé comment un officier dissenneur qui a autant d'expérience puisse continuer à vivre à Musaga en toute quiétude. Il lui a demandé, tout l'interrogatoire était juste pour lui montrer que d'une manière ou d'une autre, il a une responsabilité sur l'insécurité qui prévaut à Musaga et que c'est incompréhensif. Et si ce n'était pas le cas, il lui était impossible de continuer à vivre dans son quartier. Les informations que nous avons toujours reçues, c'est que Savin aurait passé tout un mois sous torture dans un cachot qui se trouve au bureau de la documentation au quartier Nef d'Ongagara et qu'il aurait été exécuté vers juin et que son corps a été jeté à Bgiza avec des ordres de l'administration locale et d'enterrer le corps le plus rapidement possible.
Voilà, notre enquête met la responsabilité sur les 3 officiers de la documentation du service national de renseignement burundais qui auraient planifié la disparition et exécuté la disparition de M. Savé Nahindavi. Et là, il y a au PC1 Alexis Ndaikengurukiye, alias Ngoroka, qui est cité dans beaucoup d'autres cas de disparition forcée. Et il y a aussi M. Blaise Patrick Ngomirakiza, qui était le supérieur hiérarchique de Savé Nahindavi, ainsi que M. Emmanuel Ndayiziga, lui aussi qui était le supérieur hiérarchique de M. Savé. C'était Gordian Nyongeko, le secrétaire exécutif du FOCODE. Dans la suite des témoignages, une jeune fille nous raconte comment elle aussi a été violée par 3 policiers de la police burundaise. Avant de commettre ce crime 2 mois avant, ils sont venus chez eux agressivement demander à voir le chef de famille, son père. Leur emmené prétendant vouloir l'interroger depuis, ils ne l'ont pas revu. Je vous propose de suivre son témoignage. Ils nous ont d'abord pris notre père. C'était en décembre 2015. Ils sont venus, nous étions dans la maison. Ils ont dit que si nous refusons d'ouvrir, ils ouvrent le feu. Et le père nous demanda d'ouvrir. C'était 3 policiers, mais ce jour-là, 2 étaient en tenue civile et l'autre en tenue policier. Ma mère avait d'abord refusé d'ouvrir, mais papa ordonna qu'on ouvre pour qu'on ne nous tue pas. Ainsi, on ouvre. Maman leur demanda ce qu'ils voulaient de notre père. Ils nous rassurent qu'ils allaient le ramener, que malgré qu'il refuse, il devrait partir avec lui. C'était 19 heures. Nous attendions qu'il le ramène, mais en vain. C'est au mois de février que moi aussi m'ont arrêté. Je venais de l'école. J'étudiais près de Mutoyi en 9e. Après la disparition de papa, nous avons déménagé vers la zone Ouyenzi à la 10e avenue. C'est quand je descendais du foyer vers notre avenue que j'ai vu une voiture devant moi. J'ai essayé de lui céder le passage plus tôt. Ils ont contourné et m'ont bousculé vers l'intérieur de la voiture et m'ont kidnappé vers le quartier Kigobe. C'était vers 18 heures. Je venais du cours du soir. Ils m'ont amené dans la voiture portant un masque dans les yeux. Mais arrivé dans cette maison, j'ai vu l'endroit car ils m'ont enlevé le masque et eux aussi. Ils se sont drogués et ont essayé aussi de me donner l'alcool avec des injections. Je me rappelle l'endroit, c'est à Kigobe tout près de la NSS. Après l'avoir kidnappé, ces 3 policiers même qui étaient venus 2 mois auparavant enlever son père, ils l'ont drogué et violé durant 3 jours, un à son tour. Pendant ces atrocités qu'elle subissait, l'un d'eux lui a dit qu'il souhaitait qu'elle retrouve son père là où ils l'ont enterré. Par la grâce, elle a été retrouvée par un taximène de son quartier qui l'a reconnue et l'a ramenée chez elle. Après, elle s'est retrouvée enceinte et l'enfant qu'elle a eu est le fruit de ce viol. Suivez encore une fois son témoignage. Ils m'ont tous violé durant 3 jours dans cette maison. J'ai reconnu un d'eux car c'est lui qui était venu prendre mon père. Et c'est lui qui était revenu me dire que je vais suivre mon père dans la terre. Voilà comment nous avons appris la mort de notre père. Ils m'ont trop violé de sorte que j'ai perdu connaissance. J'ai même pas su comment je suis arrivée à la maison. Mais ma mère m'a dit que c'est un chauffeur du taxi qui m'a pris sur la route car il m'avait jeté là croyant que j'étais morte. Ils m'ont fait beaucoup d'injections, ils m'ont tous violée, mais moi après je me suis retrouvée à la maison. Là je venais de l'hôpital, j'avais déjà retrouvé connaissance. Après nous nous sommes enfuis vers l'intérieur du pays, car ma mère elle aussi était recherchée car il croyait ma mort. Ma mère décida de revenir à Bujumbura pour chercher mes papiers de voyage elle seule, malgré qu'elle était recherchée. Après je suis revenue à Bujumbura pour prendre le transport vers le Rwanda dans le camp de réfugiés. Arrivé dans le camp, j'ai annoncé cela au HCR et autres sociétés des droits de l'homme. La première chose qu'ils ont fait, ils m'ont amené à l'hôpital pour le dépistage. Heureusement, les résultats ont prouvé que j'étais pas atteinte du sida, mais plutôt que j'étais enceinte. La police nationale a dressé un bilan actualisé des dégâts causés par les pluies torrentielles dans la nuit du jeudi au vendredi. Un bilan qui reste encore provisoire selon la police. Dans la mairie de Bujumbura, au moins 125 maisons sont détruites dans la zone Wuterere, 37 maisons dans la zone de Kinama, d'autres à Charama. Kanga et Buhinyuza, c'est au nord de la capitale de Bujumbura. Et à l'intérieur du pays, au moins 7 personnes ont péri dans ces intempéries dans la province de Chibitoke à l'ouest et à Muyinga au nord. Et le bilan parle également de 130 maisons et des champs de culture détruits dans différentes localités du pays. Pour sécuriser Charama,
qu'on voudra faire, c'est canaliser, vous voyez, les rivières qui descendent des montagnes avec une très grosse vitesse et qui endommagent les habitations, qui inondent les quartiers. C'est-à-dire qu'ici, à cet endroit précis, ici à Tcharama, à la lumière à la frontière de Tcharama et Gararet, je crois, on va faire un bassin d'écrêtement. C'est quoi le bassin d'écrêtement? C'est un bassin de rétention d'eau. C'est-à-dire que l'eau qui va descendre de la rivière Gassaigne va se reposer ici et va se diviser en deux caniveaux qui vont être aménagés. Un caniveau qui va partir ici et un autre caniveau qui va descendre par là pour essayer de diminuer le volume d'eau et essayer de limiter les inondations. Et ces caniveaux sont rencontrés sur la route goudronnée en bas et l'eau va être canalisée pour descendre vers les rizières. Donc ce sont les travaux qu'on va faire sur Gassaigne. On va faire les mêmes travaux sur Nyabagere, on va faire les travaux de canalisation sur Nyabagere et on va faire les travaux de canalisation sur Kinyanhonge aussi. Il y a également un canal vers Buterere et Moubone, un canal qu'on va aménager pour que l'eau descende avec une vitesse moindre. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.